bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Mali, les autorités ont fixé une nouvelle durée de la transition de 24 mois, allant de mars 2022 à mars 2024. Une commission est aussi chargée de la rédaction d'une nouvelle constitution, une décision regrettée par la CEDEAO. Du côté des autorités maliennes de la transition, elles se disent disposées à poursuivre les négociations avec la communauté sous-régionale pour une sortie de crise. Comment accompagner les autorités de la transition par rapport à cette nouvelle durée de la transition et cette constitution? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, 7 morts et 10 000 déplacés après des attaques dans le nord-est du Mozambique. Cela fait suite à cette attaque que le Mozambique a enregistrée. De plus en plus, on constate également une avancée des attaques terroristes vers le sud du pays. Quelles conséquences de cette progression de la menace terroriste? Quelle réponse apporter à cette progression? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec Dr Ibrahima Amadou Niang. Vous êtes docteur en sciences politiques. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci pour votre invitation. Toujours un plaisir de se retrouver sur votre plateau. Un plaisir toujours partagé, M. Niang. Et en face de vous, Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Merci également, docteur, d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, merci pour cette invitation toujours dans ce studio de Médian TV qui relève le niveau du débat en Afrique avec des solutions africaines et la valorisation de nos expertises. Donc c'est tout à fait un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui avec vous. Et tout le plaisir est pour nous. Et relever ce débat-là, c'est ce qu'on tentera tout au long de cette émission-là du débrief. Aujourd'hui, par rapport au Mali, malgré l'insistance de la CEDEAO pour des délais courts de différentes transitions, c'est finalement 2 ans qui ont été retenus par le président Assimi Goïta et une nouvelle constitution en vue, je le rappelais tout à l'heure dans mon introduction. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces nouvelles décisions du pouvoir de transition au Mali? Merci bien. Encore une fois, le Mali à la croisée des chemins. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'on sort d'une longue période de blocage avec des autorités de la transition qui campaient sur leur position. Bon, la communauté sous-régionale aussi, qui était certes dans une recherche de solutions, mais qui n'arrivait pas à dépasser un certain nombre d'obstacles malgré les médiations et les sommets qui sont succédés. On arrive à un moment où les autorités de la transition commencent à donner des gages à la population malienne qui, rappelons-le, est en attente de solutions durables pour cette longue crise qui a commencé depuis 2010, mais aussi des gages face à la communauté sous-régionale qui est en attente de solutions pour que véritablement ce pays sorte de cette crise et qu'on s'achemine vers des solutions durables. Là, avec ces annonces, suite à ce sommet d'Accra, qui, d'un point de vue stratégique, avait quand même laissé ouverte cette porte pour qu'il y ait de l'évolution, on s'achemine, à mon avis, vers quelque chose de constructif si les promesses actuelles sont tenues et si les conditions nécessaires d'un dialogue sont développées de part et d'autre, aussi bien dans la communauté sous-régionale que aussi pour ce qui est du Mali. Donc, selon vous, cette nouvelle constitution annoncée et également 2 ans de transition ne peuvent pas constituer peut-être un problème ou bien une contrainte par rapport à la communauté régionale qui, je le rappelle, exigeait ou bien demandait des délais plutôt courts pour ces transitions-là? Oui, vous savez, entre 2 mots, il faut choisir le moindre, ce que nos amis arabes appellent akhaf ad-dararayn. C'est-à-dire que, et je crois que, est-ce que aujourd'hui, la solution serait de se cristalliser sur des positions sur la durée de la transition, alors que le débat, aujourd'hui, on le voit, c'est sur le contenu de la transition. Est-ce que la CEDEAO va encore prendre ce risque-là, malgré tous les problèmes qu'on a connus, avec un discrédit, les critiques à son encontre, le désaveu de la part des sociétés civiles et des populations vis-à-vis de cette institution qui, je le rappelle, n'est pas à jeter. C'est une institution quand même qui est l'une des rares communautés sous-régionales qui fonctionne sur le continent. Il faut le rappeler. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc dans la CEDEAO aujourd'hui, qui à mon avis tient quand même des positions assez intéressantes et arrive à décrisper des situations qu'on a vues par le passé.
Mais aussi, je crois que les autorités de la transition aujourd'hui au Mali, tout le monde a envie de sortir de cette crise-là. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est non seulement mettre fin, en tout cas alléger les souffrances de la population malienne par rapport à cet embargo, mais aussi des économies de la région qui commencent à en souffrir. Mais aussi ce qui est en jeu, je pense, aujourd'hui, c'est comment partir sur un bon pied pour le moment et pour de bon, pour que le Mali, à travers cette constitution, ces instruments qui vont être mis en place, retrouve la stabilité. Et rappelons, la stabilité du Mali, c'est la stabilité de la sous-région. Et même par rapport à ces conséquences-là aujourd'hui occasionnées par l'embargo, on constate qu'un pays comme le Sénégal subit également les conséquences de cet embargo avec des pertes énormes sur le plan économique. On reste avec ce que disait Bakary tout à l'heure. Aujourd'hui aussi, la communauté régionale, comme également les autres partenaires techniques et financiers ou bien au développement, est-ce que ne doit pas être mis l'accent plus sur aujourd'hui le contenu et également les missions des transitions plutôt que sur les durées? Bien entendu, le contenu de la transition, c'est extrêmement important. Donc, le Dr Samb parlait tout à l'heure de la question de la durabilité. Et je pense que c'est extrêmement important parce que dans cette sous-région, nous avons vu des transitions qui ont eu lieu, des accords politiques qui ont été signés. Et malheureusement, les réformes qui avaient été instaurées n'ont pas pu permettre le renforcement de la démocratie et la durabilité de la démocratie. Donc, bien entendu, la question de fond, elle est extrêmement importante, donc le contenu de ces transitions. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que la réforme constitutionnelle au Mali est quand même quelque chose de très important. Parce que plusieurs gouvernements auparavant ont essayé de mener cette réforme constitutionnelle et se sont heurtés des fois à des refus de certains groupes. Et malheureusement, cette réforme n'a jamais pu se faire. Alors, c'est vrai qu'un régime militaire n'est pas quelque chose de souhaitable, mais nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui est exceptionnelle. Et je pense qu'il est important, en tout cas, de poser les vrais fondements d'un État malien qui va pouvoir régler les problèmes que connaissent le Mali. Comme le docteur Samb l'a dit, si le Mali va mal, c'est toute la région qui va mal. Alors qu'il y a des problèmes de fond. La question de la décentralisation, par exemple, est une question qui doit être prise en compte. Les accords d'Alger et les autres accords qui ont été négociés... D'ailleurs, pour ce qui est même de cette question de la décentralisation, ce sera pris en compte dans la nouvelle loi électorale qui a été proposée par le pouvoir de transition. Absolument. Donc cette question de la décentralisation, pour moi, elle est centrale. La réforme du Conseil, plutôt de la Cour constitutionnelle, et faciliter la saisine de cette Cour par les citoyens. Tout ce qui touche à la mise en place d'un Sénat, d'une Cour des comptes qui fonctionne bien, pour moi, sont autant de réformes qui sont nécessaires aujourd'hui. La question sur le plan électoral, la question de l'organe de gestion des élections uniques est une question extrêmement importante aujourd'hui pour le Mali. Donc, sur le fond, il y a vraiment énormément de réformes qui doivent être menées. Maintenant, dans la composition du comité qui doit mener ces réformes, donc comme vous le savez, il y a un président, il y a des experts, il y a 2 rapporteurs. Et cette commission aura la possibilité d'aller à la rencontre des partis politiques, de la société civile et de tous les acteurs. J'espère sincèrement qu'elle, en tout cas, sera dans les conditions nécessaires de faire un travail qui sera un travail, en tout cas, qui va tenir compte des recommandations des assises nationales de la refondation qui ont eu lieu en décembre passé. Parce qu'au Mali, en réalité, toutes les solutions ont déjà été proposées. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'avoir la volonté politique, en tout cas, d'opérer ces réformes. Et ces réformes doivent être opérées dans le bon sens pour que cette transition-là, en tout cas, permette de franchir un cap. Parce que ce serait vraiment dommage qu'on se retrouve dans 2 ans dans une situation pire que celle qu'on a laissée avec le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et par rapport à cet organe unique-là aujourd'hui de gestion des élections, c'est ce qu'a soutenu le 13 juin dernier le chef de la diplomatie malienne devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, que cela faisait partie aujourd'hui de ce qui a été retenu par le pouvoir de transition
pour aller aujourd'hui vers ces réformes-là. Mais pour certains observateurs, comme c'est le cas pour M. Samb, aujourd'hui, les nouvelles décisions des autorités maliennes, à savoir la nouvelle constitution en vue et également la nouvelle durée de la transition annoncée, ne peuvent pas constituer un blocage. C'est le cas aujourd'hui de l'envoyé spécial pour l'Afrique de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Selon lui, ce décret présidentiel du président Assimi Goïta a pris en compte aujourd'hui le rapport qui a été réalisé par le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, et également les propositions faites par d'autres partenaires. Est-ce que vous partagez, vous, cet avis? Oui, je le partage parfaitement. Vous savez, je pense que au-delà des choses que l'on dit sur la place publique, il y a quand même des efforts importants qui ont été menés par la CEDEAO, qui ont été menés par différents acteurs. Et certains de ces acteurs ne sont pas visibles, mais ils font un travail extraordinaire. Donc je pense que nous allons vraiment dans le sens d'un dégel, d'une décrispation des relations. Et je pense qu'on peut peut-être considérer cette nouvelle approche, en tout cas des autorités maliennes, parce que rappelons-le, les Assises nationales de la refondation avaient proposé une transition beaucoup plus longue. Donc je pense que quand même, ils ont pu couper la poire en deux. Et je pense que nous allons vers un dégel. Et j'espère que le prochain sommet de la CEDEAO ira dans le sens justement de l'allègement des sanctions et vraiment permettre un accompagnement du processus par la CEDEAO. Et par rapport à la CEDEAO, jusque-là aujourd'hui, comme l'a rappelé Bakary, jusque-là le public ou bien aujourd'hui les Africains ou bien les observateurs, certains, ce qu'ils pensent, c'est que la CEDEAO est plus aujourd'hui dans les sanctions, des positions de principe et tout. Comment aujourd'hui l'organisation sous-régionale pourrait accompagner cette transition-là au Mali pour aujourd'hui aller vers ce retour des civils au pouvoir à l'issue d'élections fixées en tout cas pour au plus tard le 26 mars 2024? Je pense que le premier pas, c'est d'abord de tomber d'accord sur la période de la transition, avoir un chronogramme réaliste et accepter en tout cas d'encadrer ce processus. Parce que la CEDEAO a un rôle important à jouer dans l'encadrement de ce processus. Donc il faudrait d'abord quand même que sur les principes, parce que la CEDEAO a une position de principe, il faudrait que sur ces principes-là, que les autorités maliennes aussi puissent retrouver la CEDEAO, pour qu'ensemble ils puissent parler le même langage et tirer dans le bon sens. Mais je pense que si aujourd'hui, en tout cas c'est mon souhait, si durant le prochain sommet de la CEDEAO, ils arrivent à s'accorder sur les termes de cette transition-là, la CEDEAO pourra non seulement les appuyer par la mise à disposition d'experts, mais aussi, en tout cas, en mettant en place en mettant à leur disposition tous les mécanismes et tous les moyens nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs, qui vont passer, je le rappelle, par l'organisation du référendum constitutionnel d'abord. Il faudra vraiment déployer beaucoup d'efforts parce qu'il y a un travail important à faire sur le fichier électoral, il y a un travail important à faire sur d'autres aspects des processus électoraux qui doivent être encadrés et qui vont nécessiter une assistance technique extrêmement importante. Et ce serait bien que pour cette fois-ci, on voit des solutions qui viennent des Africains, qu'on n'ait pas toujours besoin d'attendre des experts étrangers. Je pense qu'on a assez d'experts au niveau de la CEDEAO qui peuvent accompagner le Mali sur le plan technique. Et M. Samb, réunis en Assemblée générale ordinaire la semaine dernière à Ouagadougou, les membres de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont invité aujourd'hui les institutions communautaires, à savoir l'UEMOA, à laquelle ils appartiennent, et également la CEDEAO, à aller aujourd'hui incessamment vers cette levée des sanctions contre le Mali et contre également le Burkina. Vous aviez tout à l'heure commencé à développer là-dessus. Partagez-vous aujourd'hui l'avis de Dr Niang, à savoir qu'au soir du 3 juillet, on pourrait aujourd'hui aller vers, même si ce n'est pas une levée complète, mais au moins une levée progressive des sanctions contre le pouvoir de transition au Mali? Cela dépendra des gages donnés, parce que quand même, les Maliens, rappelons-le, la CEDEAO a tenu plus de 4 ou 5 sommets, plus de 8 sommets, je crois, plus, en tout cas des rencontres dans la sous-région sur la question malienne. Les Maliens aussi, qui étaient complètement dépités par rapport à la gestion d'Ibrahim Boubacar Keïta, se sont retrouvés avec un régime militaire et un autre coup d'État par la suite. Ces Maliens ont vécu les choses suivantes. Premièrement, il y a eu le dialogue national inclusif. Après cela, les assises de la refondation. Je pense que les Maliens ont
assez délibérée. Et je crois qu'au sein de l'opinion publique, aujourd'hui, il y a une forte attente que c'est le temps de l'action pour faire évoluer les choses. Parce que aussi, la position de principe de la CEDEAO résultait du fait qu'il ne faut pas de mauvaises leçons dans la région où on tomberait dans des séries infinies de coups d'État. Je pense qu'aujourd'hui, aider le peuple malien... Et d'ailleurs, pour confirmer même pour confirmer ce que vous dites, le coup d'État au Burkina est intervenu juste après les sanctions de la CEDEAO. Et de donc aider les Maliens, un pays que tous les intellectuels africains aiment. Je dis très souvent que nous avons un cœur mandingue. Dès que quelque chose se passe au Mali, c'est toute notre histoire, l'empire du mandingue, tout ça. Donc, il y a un sentiment d'affection par rapport à ce peuple malien. Pour aider ce peuple malien, ce n'est pas l'aider à vivre sous des régimes militaires successifs, ce n'est pas le but. Le but de ce qui était dans les rues à Bamako, c'était d'arriver à un système démocratique de justice sociale. Aujourd'hui, une porte s'ouvre. Une porte qui s'ouvre, qui offre la possibilité aux autorités de la transition d'évoluer et de proposer quelque chose après tant de mois de délibération, in fine, mais aussi la porte qui s'ouvre devant l'organisation sous-régionale qui était sous le feu des critiques, etc., de par certaines personnalités qui l'incarnent, etc., mais qui, je crois que la jonction des efforts, aussi bien internes au Mali, dans le cadre et des autorités, dans le cadre d'une avancée significative pour quand même donner des gages, le mot c'est les gages, aussi bien à la population et à la communauté internationale, à la communauté sous-régionale, mais aussi de la part aussi de la CEDEAO, qui doit avoir une intelligence des situations. C'est vrai, ces coups d'État arrivent à un moment où il y a une jeunesse complètement, qu'on dirait, désenchantée par rapport même au principe de la démocratie. Par rapport à ces institutions qu'il incarne. Il faudrait une reprise de confiance. Et cette reprise de confiance dépendra de la manière dont maintenant les autorités maliennes vont choisir les experts, la crédibilité qui sera donnée à cette constitution, comme l'a dit mon ami M. Nian tout à l'heure, ça dépendra aussi de la manière dont les Maliens vont endosser cette constitution, parce qu'on en a vu des constitutions. Donc c'est une période cruciale. Ce ne sera pas une promenade de santé, c'est une période cruciale pour l'avenir du Mali, mais aussi pour la crédibilité de l'institution sous-régionale, mais je pense beaucoup plus loin pour la vitalité même du modèle démocratique et de son avenir dans la région. Donc quelque chose de très important est en train de se jouer aujourd'hui sur le terrain malien. Comme je l'ai dit, les affaires maliennes sont toujours des affaires sous-régionales et des affaires africaines. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut s'engouffrer dans cette brèche qui s'ouvre avec un certain réalisme, mais aussi en restant sur des positions comme claires vis-à-vis de la mauvaise image que donne notre continent sur la récurrence des coups d'État, vis-à-vis des régimes militaires qui viennent mettre fin à des mandats démocratiquement obtenus par certains régimes, mais aussi c'est un moment de remise en question sur notre manière de gouverner, sur l'avenir de la démocratie, sur l'incarnation des institutions démocratiques, pour que l'image qu'en ont les jeunes, parce que c'est un paradoxe quand même qu'on voit, que ce sont ces jeunes qui se battaient pour la liberté, pour la démocratie, qui accueillent et qui applaudissent des jeunes. Et cela renvoie aussi à s'interroger aujourd'hui par rapport à ce modèle démocratique-là, ou bien même par rapport à la gouvernance, c'est-à-dire le pouvoir. Comment est-ce qu'il est géré aujourd'hui par ces gens-là qui sont portés au pouvoir à l'issue d'élections? On reste toujours avec la situation sur le Mali. Aujourd'hui, la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a besoin de plus de moyens pour remplir son mandat dans un contexte sécuritaire difficile. Ce sont là les mots aujourd'hui du chef de la mission, El Gassim Wane, à l'occasion d'un conseil de sécurité sur la situation dans le pays. Selon vous aujourd'hui, quel avenir pour la MINUSMA si l'on sait que cette mission recevait aujourd'hui un appui logistique de la force française Barkhane, comme également des forces spéciales européennes, à savoir Takuba. Quel avenir aujourd'hui pour la MINUSMA au Mali? D'ailleurs, cette semaine, c'est l'objet de discussion au sein du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Absolument. Comme vous l'avez si bien dit, je pense que la MINUSMA aujourd'hui est dans une situation un peu délicate, hein, un peu difficile au vu de la situation dans le pays et au vu des différentes réticences et au vu du contexte actuel. Et je pense que la réunion dont vous avez parlé tout à l'heure, en tout cas, permettra de trouver des solutions, je l'espère, hein, parce que la MINUSMA quand même joue un rôle extrêmement important dans la sous-région, pas seulement
au Mali, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui touche au Mali touche à notre sous-région. Donc mon souhait, c'est vraiment qu'on puisse, en tout cas, au sortir de cette réunion, trouver des solutions qui vont permettre à la MINUSMA, en tout cas, de pouvoir continuer à jouer son rôle, mais le jouer pour l'intérêt des citoyens maliens et des citoyens ouest-africains en général. C'est ce que je peux vous dire. C'est d'ailleurs ce à quoi a appelé d'ailleurs le chef de la diplomatie malienne lors de ce conseil de sécurité qui s'est tenu à New York. Abdoulaye Diop a exprimé aujourd'hui que l'on revoit aujourd'hui la position comme également les missions aujourd'hui de cette MINUSMA et que ce soit plus centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Que pensez-vous de cette position du chef de la diplomatie malienne? Je pense que c'est une position tout à fait légitime et une position qui se comprend parfaitement et qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense sincèrement que, en tout cas, pas seulement la MINUSMA, mais toute force, en tout cas, ou toute mission des Nations Unies qui a en charge de soutenir un processus de paix dans un pays, doit le faire en tenant compte des réalités de ce pays-là et dans l'intérêt des citoyens de ce pays. Donc je pense que ça va vraiment dans le sens de ce que j'avais dit tout à l'heure. Et pour rester avec M. Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, il a également relevé que son pays juge tout aussi indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection même des civils dans un contexte de guerre asymétrique, c'est-à-dire la situation que vit actuellement le Mali. Comment aujourd'hui la mission onusienne et l'Union africaine aujourd'hui pourraient davantage accompagner cette transition face à la situation sécuritaire que connaît le pays, puisque aussi c'est une situation à ne pas négliger, puisque en partie ça a contribué aussi à ce qui se passe aujourd'hui au Mali. On en revient aux deux facettes de la crise malienne. La crise institutionnelle à Bamako, comme exactement ça s'est passé en 2011. Il y a toujours la combinaison entre ces deux facettes de la crise, une crise institutionnelle au Mali avec le coup d'État ou avec voilà, et une situation sécuritaire au nord et aujourd'hui au centre. La multiplication des milices d'autodéfense, la multiplication de ces combats, l'aggravation de cette guerre asymétrique, c'est le terrorisme aggravé par les conflits intercommunautaires, cela trouve sa source dans une forme de gouvernance sécuritaire inadéquate avec la mise en place de Garda Koy, Garda ISO et des milices d'autodéfense. Ça montre qu'il y a une faille sécuritaire. Aujourd'hui, si les autorités maliennes reconnaissent que sur cet aspect précis, il faut un soutien, c'est à saluer. Maintenant, comme l'a dit lors du dernier forum de Dakar et même avant, le président Macky Sall parlait d'un mandat robuste de la MINUSMA. Pour certains évoquent le chapitre 7. Mais je crois que dans la situation actuelle, quand même, les interventions militaires étrangères ou internationales ont montré leurs limites. Sur le plan, on a vu en Afghanistan, on l'a vu au nord du Mali, on l'a vu aujourd'hui dans le Sahel avec Barkhane qui est en train de se retirer. Je pense qu'il faut repenser la sécurité, il faut aller vers un système de gouvernance sécuritaire nouveau qui va intégrer la dimension communautaire. Parce que très souvent, quand on parle de sécurité, on se focalise sur la sécurité en tant que telle. Alors qu'il faudrait penser la sécurité sous l'angle de la sécurité humaine, avec une approche inclusive qui fera que les populations endossent cela et qui fera aussi qu'il y ait une gestion inclusive de cette sécurité-là. Ce qu'on a essayé de faire avec les milices, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, je crois que le Mali a besoin aussi sur ce plan-là de la réforme du système de sa sécurité, de la modernisation de son armée, mais aussi de la réconciliation entre l'armée, les forces de sécurité et de défense et les populations locales. Parce que ce qui s'est passé dans le Sahel, c'est quand même triste. C'est-à-dire que ni la communauté internationale et nos États n'ont ni gagné la guerre contre les terroristes, ni la paix avec les populations locales. Et par rapport à ces populations et à ces solutions communautaires auxquelles il faudrait penser, quelqu'un au Mali comme l'imam Dicko, connu pour sa capacité de mobilisation, mais resté aujourd'hui discret depuis la chute de l'ex-président Ibrahima Boubacar Keïta en août 2020, estime aujourd'hui que le peuple malien est pris en otage et fustige ce qu'il appelle l'arrogance d'une part du pouvoir de transition et l'orgueil de l'autre de la communauté internationale. Dans cette situation que traverse le pays,
Selon vous, aujourd'hui, quel rôle devraient jouer aujourd'hui les autorités religieuses et coutumières, que ce soit aujourd'hui le shérif de Nioro, l'imam Diko, et comme la société civile malienne également? Vous savez, le Mali est pris en otage par toutes ces personnes. Le Mali est pris en otage par ses religieux, il est pris en otage par ses dirigeants politiques, il est pris en otage par tous les acteurs. Je pense sincèrement que le rôle de ces acteurs, c'est de prendre leur distance par rapport d'abord au populisme. Je pense que ça, c'est extrêmement important dans le contexte dans lequel nous sommes. Et le rôle, c'est plutôt d'essayer de recoudre ce tissu social qui a été déchiré. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes de fond, on n'en parle pas assez. Il y a une injustice sociale. Il y a des problèmes de fond qui sont des problèmes de caste, des problèmes ethniques. Il y a des problèmes sérieux. Il y a des groupes qui se sentent exclus de tout processus. Donc, le rôle de ces différents acteurs, que ce soit les religieux, la société civile ou en tout cas le gouvernement de transition, c'est de trouver en tout cas les ressorts nécessaires pour réconcilier, et je reviens tout à l'heure à ce que Dr Sam disait, réconcilier les Maliens, essayer de reconstruire cette unité nationale, qui pour moi en tout cas est, si vous voulez, la base pour toute reconstruction. Et éviter, et je l'espère sincèrement, que certaines avancées qui ont été faites au niveau du Code de la famille et d'autres avancées ne soient remises en question. Qu'on ne revienne pas d'ici quelques années à un État, en tout cas que le Mali ne devienne pas un État, comment dire, je ne voudrais pas utiliser un terme. Vous avez parlé tout à l'heure d'injustice sociale, de problèmes de gouvernance, autant aussi de contraintes qui ont contribué à la situation que l'on voit actuellement au Mozambique. Absolument. Au début, c'était des jeunes qui revendiquaient aujourd'hui en tout cas une meilleure justice sociale, des jeunes qui se faisaient appeler les Chebabs, ce qui a aujourd'hui abouti à un certain extrémisme violent, allant jusqu'à des attaques terroristes, et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Niang, comme je le disais dans mon introduction, les attaques terroristes au Mozambique étaient plus enregistrées dans l'extrême est du pays. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit des attaques terroristes vers le sud, une zone qui était considérée en tout cas comme une zone en tout cas sûre ou bien plus sûre que le nord-est. Quelle lecture faites-vous de cette progression de la menace terroriste dans le pays? Alors, revenons d'abord sur les attaques au nord. Je pense qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui ont, en tout cas, facilité, si vous voulez, la montée en puissance des groupes terroristes dans cette zone, notamment Al-Shabaab. Certains parlent même peut-être de l'implication de l'État islamique de l'Afrique centrale. Oui, d'ailleurs, le groupe Al-Shabaab est même affilié à Daesh dans cette zone-là. Absolument. Et donc, moi, je pense que l'un des problèmes fondamentaux, c'est d'abord le fait que le gouvernement mozambicain ne sait pas réellement à qui il a affaire. Il ne maîtrise pas réellement l'ennemi qu'il y a en face. On parle d'Al-Shabaab, on parle d'autres groupes, etc. Donc, je pense que le problème fondamental, c'est d'abord de pouvoir identifier clairement l'ennemi. Mais alors, le problème de fond, c'est que dans cette zone du nord, il faut le rappeler, Cabo Delgado, est la zone la plus pauvre du pays, en réalité. Est une zone où les gens se sentent exclus. Et la zone la plus riche en ressources minières et autres ressources extractives. Un paradoxe. Une région très riche en ressources naturelles, comme vous l'avez dit, mais une région dans laquelle les citoyens, en tout cas certains citoyens, se sentent exclus et pensent qu'une certaine élite politique, en tout cas, ne veut pas les associer au développement du pays. Donc c'est ça vraiment la toile de fond. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis 2017, il y a quand même une resurgence des attaques. Il y a plus de 4000 morts qu'on a enregistrés depuis lors, avec plus de 800 000 personnes qui ont été déplacées. Et ces personnes sont même contraints de fuir leur localité. Même contraints de fuir leur localité. Et ces personnes se déplacent aussi vers d'autres zones du pays. Et en même temps, les groupes terroristes, en tout cas, qui apprennent de leurs erreurs dans le passé, dans leur combat avec les forces mozambicaines, ces groupes se réorganisent et ces groupes recrutent aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que certains soldats de l'armée mozambicaine qui sont un peu perdus dans la bataille, qui n'ont pas assez de ressources pour s'en sortir, finissent par rejoindre
le camp adverse. Et donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où l'armée mozambicaine fait face à d'énormes défis. Cette armée qui est, il faut le dire, soutenue et par les Russes et par les Américains. Et aujourd'hui, le Mozambique est obligé de jouer un jeu d'équilibriste. Et moi, j'aimerais bien voir comment ils vont s'en sortir. Parce qu'au mois de janvier, le Mozambique va devenir un membre permanent du Conseil de sécurité, non permanent, pardon, excusez-moi, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un membre observateur. Et qui va siéger avec des pays africains comme le Ghana et le Gabon, qui, eux, avaient voté la résolution qui condamnait en tout cas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que le Mozambique a adopté une position neutre. Donc, j'aimerais savoir comment le Mozambique, en tout cas, l'année prochaine, va pouvoir un peu jouer ce rôle d'équilibriste entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, qui contribuent énormément à comment dire, la solution militaire dans ce pays-là, qui, pour moi, n'est pas la solution la plus durable pour résoudre le problème au Mozambique. Et à côté de cette solution militaire-là, M. Samb, est-ce qu'aujourd'hui, la situation que connaît le Mozambique ne renvoie pas aujourd'hui à revoir la question de la gouvernance dans certains de nos pays, comme c'est le cas au Mozambique, et même la question de la gestion de ces ressources naturelles dont disposent ces pays-là? Comme l'a dit le Dr Niang tout à l'heure, vous savez, les niches de radicalisation qui poussent au terrorisme se trouvent généralement dans l'intersection de ces trois éléments. Premièrement, une faible capacité d'inclusion socio-économique et politique des États, combinée à des frustrations, à des griefs, et maintenant vient en troisième position la capacité des groupes extrémistes violents à les instrumentaliser à des fins de recrutement. Et au Mozambique, c'est qu'on découvre le Mozambique comme c'était tout à fait nouveau. Qu'est-ce que le terrorisme va avoir là-bas? Rappelez-vous que le nom de Mozambique, c'est Moussa Ben Bir. C'est un combattant, un conquérant qui aurait, par le djihad, répandu l'islam là-bas. Et c'est seulement l'histoire portugaise qu'on a retenue du Mozambique. C'est seulement à partir de 1544 que les Portugais vont arriver, très tardivement. Et rappelons-le, il y a dans la région quand même l'histoire des Chebab, le Burundi, ce qui s'est passé au Burundi, le Rwanda voisin, la question de l'Ouganda, mais aussi tous les anciens rebelles de Hossein Rajabou au niveau du Burundi, mais aussi les insurgés de la RDC. Donc aujourd'hui, c'est un cocktail de facteurs incitatifs et attractifs pour l'extrême violent qu'on trouve dans cette région-là. Maintenant, l'approche sécuritaire, comme vous l'avez dit, n'a jamais résolu ce problème. C'est-à-dire que, encore une fois, au Mozambique, on est en train de faire les mêmes erreurs au Sahel, où on s'est concentré exclusivement sur les solutions militaires qu'il faut aujourd'hui avec la SADC pour gérer les urgences sécuritaires. Mais on confond deux choses. Très souvent, on confond la lutte contre le terrorisme qui vise, in fine, l'élimination des cibles, et les cibles peuvent se régénérer, et la prévention de l'extrême violent qui s'attaque aux causes structurelles, la malgouvernance, les exclusions qui sont accumulées. Je pense qu'aujourd'hui, le Mozambique devrait apprendre des leçons qu'on a connues au Sahel et qu'on est en train de voir dans les pays du Golfe de Guinée, mais malheureusement, c'est vrai, on attend que les urgences sécuritaires soient là, qu'on s'engage dans des solutions purement sécuritaires, et que je pense que ça n'a pas réussi en Afghanistan, ça n'a pas réussi au Mali, je le rappelle une fois, ça n'a pas réussi dans le bassin du lac Tchad. Et aujourd'hui, les préalables n'ont pas été réglés par le gouvernement mozambique qui a longtemps ignoré cette région avec une prédominance d'une culture très catholique qui ne prenait pas en compte la diversité des réalités religieuses dans le pays, et que ces populations du Cabo Delgado sont dans une rupture de confiance par rapport au reste du Mozambique et à leur non-considération comme citoyens. Et c'est là la niche la plus favorable pour le recrutement djihadiste et l'arrivée de ces groupes-là. Et aujourd'hui, pour ce qui est des forces armées mozambicaines, on constate que, comme l'a rappelé tout à l'heure Dr Niang, de plus en plus aujourd'hui, ils bénéficient d'appui et de formation, de renforcement des capacités de deux aujourd'hui, je ne dirais pas ennemis, mais en tout cas de deux puissances qui s'affrontent à l'international, à savoir les États-Unis et la Russie. Mais cette présence de ces forces étrangères ou bien de ces pays étrangers au Mozambique, est-ce que cela ne témoigne pas aussi d'un certain intérêt sur le plan économique, puisqu'on le sait, la plupart de ces bateaux étrangers passent également par ces côtes mozambicaines, et souvent des bateaux d'hydrocarbures et autres ressources? Oui, c'est la transposition de toute cette guerre-là au niveau de notre continent. L'Afrique, aujourd'hui,
au regard de la situation internationale, est en train de devenir une variable d'ajustement pour toutes les puissances, y compris d'ailleurs les puissances du Moyen-Orient. Rappelons le journal officiel de propagande de Daesh, qui s'appelle An-Naba, de plus en plus consacre plus de 70% de son contenu à l'Afrique. Et aujourd'hui, on le voit, c'est en Afrique que malheureusement est en train de se jouer ce grand match, en tout cas une compétition qui ne dit pas son nom, en toutes ces puissances-là, dans un contexte marqué par ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui aura des conséquences énormes sur notre continent. Mais encore une fois, je crois qu'il y aura une superposition d'agenda entre un État qui est le Mozambique qui cherche à stabiliser son pays, des organisations régionales comme la SADC qui cherchent à stabiliser malgré les failles des solutions proposées, mais aussi le grand jeu international qui est en train de se dérouler sur notre continent. D'où notre incapacité maintenant, dans ce grand jeu-là, à trouver notre place pour donner aux solutions endogènes et à nos ressources culturelles endogènes en matière de médiation, de résolution de conflits, à leur donner de véritables dignités de solutions. C'est ça la grande question aujourd'hui qui se pose. Et le leadership africain devrait porter cette voie-là dans les instances internationales. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que comme pendant la guerre froide, nous sommes devenus cette variable d'ajustement et nous sommes pris dans le jeu des puissants. Et nous sommes plus dans le suivisme que dans l'action, ou bien voir comment tirer notre épingle du jeu dans ce jeu-là aujourd'hui des puissances, ou bien dans ce match, comme l'a dit tout à l'heure Bakary, des puissances qui se mènent sur le continent africain. Aujourd'hui, si on reste avec la SADC, une force conjointe de l'Afrique australe y a été déployée, c'est-à-dire au Mozambique, pour aider le pays voisin à faire face aux groupes terroristes. Selon vous, quelle efficacité aujourd'hui de cette force qui, quand même, on le rappelle, a réussi à faire reculer une bonne partie de ces groupes terroristes du Cabo Delgado, de la province du Cabo Delgado? Alors, les forces envoyées par la SADC, on parle de 3000 hommes ou plus. Plus de 3100 hommes. Plus de 3100 hommes. Ces forces, bien entendu, apportent une contribution significative dans la lutte contre le terrorisme. Mais moi, j'estime en tout cas que la solution, elle va au-delà de ça. Je pense qu'il faut vraiment... Et le Mozambique, je pense, l'a compris parce que très récemment, le gouvernement mozambicain a annoncé la création de forces spéciales mozambicaines. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont permis la mise sur pied de ces forces spéciales, il faut le rappeler. Il y a eu, comme vous l'avez dit, bien entendu, le déploiement des forces de la SADC. Il y a eu aussi les programmes de renforcement des capacités des forces armées par les Américains, par les Européens, et aussi, il faut le dire, le soutien qu'ils ont reçu du Rwanda, même si l'intervention du Rwanda a beaucoup été controversée, en tout cas. Et un pays qui était en première ligne lors de ce déploiement des forces de l'Afrique australe. Absolument. Mais je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours avec l'Afrique du Sud, avec le Rwanda sur d'autres plans. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ce qui va vraiment être décisif, en tout cas pour moi, sur le plan militaire, ça va être au niveau du renseignement. Parce qu'on s'est rendu compte que sur le terrain, les soldats mozambicains n'avaient pas accès à la bonne information, au renseignement militaire qui leur permettait de pouvoir en tout cas faire face à leurs adversaires. Donc c'est vrai, une solution militaire, elle peut aider à régler une partie du problème. Le déploiement des forces de la SADC peut contribuer, mais rappelons-le, ce ne sont pas ces forces, la plupart du temps, qui iront directement sur le champ de bataille. Il faudra vraiment s'assurer que ces soldats qui vont être envoyés sur le champ auront le renseignement militaire nécessaire et l'équipement nécessaire pour combattre ces personnes. Un observateur mozambicain a même dit la semaine dernière que les forces armées mozambicaines utilisent des armes d'un autre âge, comparé aux armes qu'utilisent les groupes terroristes d'en face. Donc vraiment, il y a un certain déséquilibre des forces. Et je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de déploiement de forces de la SADC. L'Union européenne a même envisagé, en tout cas le Conseil européen, le déploiement d'une force de l'Union européenne. Je pense qu'au-delà de tout ça, il faut vraiment qu'on arrive à renforcer les capacités des forces armées locales
qu'on puisse armer les troupes et leur donner toutes les informations nécessaires. Parce que n'oublions pas... Surtout pour ce qui est de ces informations-là, c'est-à-dire le renseignement, est-ce qu'il ne faudrait pas aller aussi vers une meilleure coopération dans ce sens-là? Non seulement, non pas juste les pays de l'Afrique australe, mais des forces armées de ces pays de l'Afrique australe et d'autres régions du continent. Je rappelle que lors du dernier sommet de Malabo, aujourd'hui de l'Union africaine, cela faisait partie des propositions du président nigérian Muhammadu Buhari, c'est-à-dire de mieux renforcer cet échange de renseignements entre pays membres de l'Union africaine pour mieux combattre le terrorisme. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec vous parce que ce problème de renseignement, c'est le même problème qu'on a dans le Sahel. Quand vous allez au Burkina Faso, les forces armées vous disent exactement la même chose. Donc, il faut mutualiser. Le renseignement, c'est un domaine qui demande énormément de compétences et qui demande énormément de ressources. Donc, il faut mutualiser. Comme vous l'avez dit, au-delà du Mozambique, que ce soit, comment dire, une collaboration avec les autres acteurs de la sous-région, mais aussi et surtout que ce sont des groupes qui se déplacent. Aujourd'hui, si on voit ce qui se passe au niveau du golfe de Guinée, c'est venu du Sahel aujourd'hui. C'est cette progression des groupes terroristes du Burkina vers le Bénin ou bien du Niger vers le Togo qui est à l'origine aujourd'hui de ces attaques terroristes qu'on voit dans ces pays du golfe de Guinée. Absolument. Et M. Samb, j'en viens à vous. Beaucoup de localités ont été aujourd'hui reprises grâce à l'intervention de cette force de l'Afrique australe au niveau de la province du Cabo Delgado. Mais face aujourd'hui à la progression de la menace terroriste un peu plus vers le sud, comment est-ce que les autorités mozambicaines pourraient mieux faire face au-delà du tout militaire, puisqu'on le sait, dans le Sahel en tout cas, le Sahel a montré carrément que le tout militaire n'était pas forcément la solution face à la menace terroriste. Comment aujourd'hui les autorités mozambicaines pourraient aussi, à côté du tout militaire, apporter aussi des solutions qui leur permettront de freiner cette expansion vers le sud? Il est clair que nous sommes entrés dans une forme d'hybridité des menaces et ce qu'on appelle le débordement des épicentres de plus en plus. On l'a vu depuis que c'est parti en Afghanistan, en Afrique du Nord, au nord du Mali, au centre du Mali. Maintenant, on parle du golfe de Guinée. Mais il faudrait une approche régionale du type comme ce que la MNJTF essaie de développer dans le bassin de la Tchad. Et je crois que cette mutualisation du renseignement est très importante. Mais à la base, il faut gagner la bataille du renseignement. Et gagner la bataille du renseignement entre dans le cadre de ce que j'appelle la conquête des cœurs, qui parfois est plus durable que la soumission des corps. La conquête des cœurs, c'est quoi? Essayer de comprendre les véritables causes de ces frustrations, parce que, qui font que les Mozambicains pourront un jour suivre les groupes terroristes. Parce que, en fait, quand les groupes terroristes arrivent, très souvent, ce qui fait qu'ils progressent, c'est qu'ils trouvent des couveuses locales. Et ces couveuses locales-là sont alimentées par la frustration, par le rejet de l'État, par certaines marginalisations. Aujourd'hui, il faut cette approche holistique qui allie certes les solutions militaires pour la gestion des urgences sécuritaires, mais aussi des solutions beaucoup plus durables sur la gouvernance, l'inclusion socio-économique. Et je crois que le Mozambique doit apprendre des erreurs du Sahel et des autres régions. Mais pour gagner la bataille du renseignement, il faudrait l'instauration, en tout cas la restauration de la confiance entre les populations locales et les forces de sécurité et de défense. On l'a vu dans le cas de Boko Haram, où des populations disaient qu'elles faisaient plus confiance à Boko Haram qu'aux forces de sécurité et de défense, parce qu'elles sont présentes, etc. Il faut créer ce type de lien-là, mais tout cela recoupe ce que j'appelle l'approche holistique, qui combine... Dans un pays comme le Mozambique, comment arriver à cela? C'est-à-dire retrouver cette confiance-là entre le pouvoir central et les populations, surtout ceux, en tout cas, du nord-est, de l'extrême nord-est, vers la province du Cabo Delgado, d'où tout est parti en 2017. Cela demande un travail de fond. Un travail de fond sur une région qui, comme vous l'avez dit au début, a été longtemps oubliée, négligée. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ces groupes-là qui, à mon avis, ne sont pas seulement de perpétrer des attaques, mais sont en train de chercher des couveuses locales pour en faire un ancrage. C'est pourquoi je pense que l'approche doit être régionale. Parce que si on voit les conflits qui se multiplient dans la région, si l'on voit la fragilité de certains États, le conflit entre le Rwanda et la RDC et d'autres conflits, je pense que si on n'y prend pas garde, après le Mozambique, qui à mon avis va servir de zone de premier ancrage, c'est toute la région qui va s'embraser. Maintenant, avec la récupération de tous les conflits intercommunautaires, ethniques, etc., avec un habillage plutôt idéologique,
pour véritablement transformer, encore une fois, après le Sahel, le bassin de la Tchad, le golfe de Guinée, cette région de l'Afrique de l'Ouest en un véritable brasier, en tout cas une quatrième zone où vont pulluler les groupes terroristes et que ça va rajouter de l'instabilité déjà à l'instabilité ambiante dans la région. Et par rapport à cela, je pense que c'est ce que veut éviter surtout en tout cas la SADC, d'où l'intervention de cette force conjointe de l'Afrique centrale. Au courant, M. Niang, du mois de mai, de ce mois de mai, des agents de sécurité d'une mine appartenant à une compagnie australienne ont été tués dans une attaque terroriste dans cette zone du nord-est du Mozambique, à côté des interventions militaires aujourd'hui. Comment est-ce que le pays, au-delà des partenaires, au-delà de la communauté australe et tout, aujourd'hui pourrait mieux développer des politiques de développement au niveau de ces zones-là, hein, surtout la zone du nord-est? Alors, pour moi, les politiques de développement dans cette zone-là vont devoir s'appuyer d'abord sur les communautés. Donc, je pense qu'il faut vraiment les élaborer en parfaite... en tout cas en tenant en compte les besoins réels des communautés et en les associant au processus. Et je pense que ce qui va vraiment aider, ce sera la connaissance du terrain. Parce que dans certaines de ces zones, aujourd'hui, il sera presque impossible, et il faut le dire de façon réaliste, de mener certaines activités. Aujourd'hui, on voit clairement les effets négatifs du terrorisme dans cette zone. On a vu que, en tout cas, le groupe Total a récemment annoncé l'abandon de son gigantesque projet gazier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut déjà continuer à opérer dans cette zone-là, à avoir des programmes économiques, non seulement il faudra restaurer la confiance entre les citoyens et les sociétés, les multinationales et les sociétés qui sont sur place, mais il faudra aussi créer un cadre qui permet à ces multinationales qui opèrent d'être en sécurité, de sentir qu'elles peuvent investir. Et ça, je pense qu'il va falloir un travail de fond, parce que cela ne pourra pas se faire, en tout cas, dans un temps assez court. Parce que cette zone, aujourd'hui, est réputée comme étant une zone presque je ne dirais pas une zone de non-droit, mais une zone dans laquelle il est difficile de faire des affaires. La situation est très complexe. La solution ne pourra être trouvée qu'avec, en tout cas, en dialoguant avec les communautés, en renforçant les populations, mais aussi en utilisant les forces armées, les associant au processus. Tout à l'heure, le docteur... Mais par rapport à la situation dans cette zone, si l'on y prend garde, est-ce qu'on ne risque pas de retrouver aussi les mêmes conséquences que dans certains pays du Sahel? C'est-à-dire cette façon du fait que l'on ne voit pas, je ne dirais pas no man's land, mais en tout cas cette situation sécuritaire en place, que ça crée le développement aujourd'hui de milices et autres groupes armés qui aujourd'hui vont revendiquer aujourd'hui l'autodéfense des populations ou bien la défense de ces populations-là. C'est un risque. C'est aussi un risque que ces groupes soient instrumentalisés ou en tout cas fassent allégeance aussi aux terroristes. Parce que l'enjeu, c'est qu'il y a un port extrêmement important qui se trouve dans la zone du Cabo Delgado, qui est vraiment central. Et s'ils arrivent à prendre ce port-là, ils vont avoir quand même la main mise sur une bonne partie de l'économie et une bonne partie des ressources. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudra dire que ces groupes, en tout cas, auront beaucoup plus de possibilités de mener leur politique et d'occuper beaucoup plus de territoire. Et je pense que cela pourra aussi expliquer le développement de leurs activités dans d'autres domaines du pays, parce qu'ils ont de plus en plus les moyens financiers de leur politique. Et M. Samb, en mai dernier, le Parlement de Mozambique a approuvé une nouvelle loi antiterroriste jugée sévère qui prévoit de lourdes peines de prison pour des terroristes condamnés, mais aussi pour toute personne répandant de fausses informations sur l'insurrection dans le pays. Cette dernière disposition, c'est-à-dire la question d'avoir véhiculé de fausses informations, fait craindre aujourd'hui des restrictions par rapport à la liberté d'expression et tout. Est-ce que cela aussi ne risque pas de porter atteinte à la liberté d'expression et même à la liberté des médias d'informer au niveau d'un pays comme le Mozambique? Vous savez, c'est le dilemme des démocraties de pouvoir combiner entre la gestion des impératifs sécuritaires et le respect des droits humains. Et on le voit, c'est-à-dire que quelquefois, on est dans une forme, on priorise la sécurité. L'état de droit, il est dans son intérêt que les libertés
et les droits soient respectés, y compris le droit à l'expression. C'est normal que le Mozambique se lance aujourd'hui dans cette entreprise de mettre des lois, etc. Parce que c'est un pays qui n'était pas préparé à ça. J'étais au Mozambique en 2020, à l'université Joaquim Chissano, avec un débat dans le cadre d'un débat avec des experts du pays. Mais la question était tellement nouvelle qu'aujourd'hui, le pays semble être pris au dépourvu. Et je pense que c'est le moment justement de ne pas mettre en place des réglementations, en tout cas des dispositifs qui vont à l'encontre même de l'intérêt du pays, parce que la lutte contre le terrorisme va tuer les libertés, etc. Et ça va créer d'autres types de frustrations. Je crois qu'il est dans l'intérêt de l'État de droit de garantir ces droits-là, même en période de lutte contre le terrorisme, parce que sinon, ça va pousser à des formes de marginalisation, en tout cas de violation des droits de l'homme, qui sont sources de radicalisation, telles qu'on les voit aussi, parce que la majeure partie des facteurs incitatifs de radicalisation découlent du non-respect des droits économiques et sociaux des gens. Et aujourd'hui, comment veiller à cela? C'est-à-dire mettre ensemble les deux, lutte contre le terrorisme et également respect des droits humains. On voit que dans beaucoup de pays qui font face à la menace, cela est dénoncé, c'est-à-dire une certaine restriction des droits civiques et même des droits des populations, des droits humains. Comment combiner les deux aujourd'hui? Arriver au respect des droits humains tout en luttant contre la menace terroriste. Je pense que l'État les gouvernements ont un rôle important à jouer, mais la société civile aussi de son côté a un rôle important à jouer. La société civile doit s'assurer en tout cas de se battre pour que l'espace civique reste ouvert, pouvoir repérer toutes les lois liberticides, les dénoncer et faire un plaidoyer pour que ces lois ne passent pas. Trouver des mécanismes qui permettent tout le temps un dialogue entre les autorités et la société civile, mais aussi avec d'autres acteurs importants, comme les guides religieux, les chefs coutumiers, etc. C'est-à-dire il faudra vraiment dialoguer et avoir beaucoup de cadres de concertation avant de prendre des décisions allant dans le sens de protéger, des décisions allant dans le sens de protéger contre le terrorisme. Il faudra que tous ces aspects-là soient pris en compte. Les législateurs ont un rôle important à jouer dans cela. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire, il y a un travail de suivi, de monitoring à faire. Les think tanks comme Timbuktu Institute, qui jouent déjà un rôle important, ont un rôle extrêmement important à jouer dans ça. Donc c'est vraiment, si vous voulez, en tout cas la conjugaison de tous ces efforts-là qui permettra de pouvoir régler les deux problèmes. Et à côté de ces violations des droits humains, on constate que les populations sont fortement affectées aussi. Selon l'Organisation des Nations Unies et l'ONG Save the Children, 10 000 personnes ont fui leur foyer au cours des semaines écoulées. Les violences terroristes ont aussi fait près de 4 000 morts dans le pays, selon l'ONG ACLED, et forcé environ plus de 800 000 personnes à fuir leur localité. Quelle solution face à de telles conséquences de la situation sécuritaire, surtout sur les populations? Moi, je pense que la solution se retrouve dans l'établissement de l'état de droit. Pourquoi je dis ça? Nous avons vu dans le Sahel que dans la lutte contre le terrorisme, vous avez vu, avec l'émergence de la Katiba Massina, comment des populations entières ont été stigmatisées, c'est-à-dire les Peuls, on parle de pastoralisme, et qu'aujourd'hui, ça fait que cette communauté compte le plus de membres parmi ceux qui rejoignent l'État islamique au Grand Sahara. Et aujourd'hui, ma crainte pour le Mozambique, c'est que la stigmatisation qui fera que certaines communautés ne se sentiront plus appartenir à cet État-là, et c'est là le terreau de ce recrutement massif de ces groupes-là. Et si l'État de droit, par des stigmatisations, par des mesures liberticides arrivées à s'affaisser, ce sera encore plus de victoires pour les groupes terroristes. Les stigmatisations, des lois liberticides ou les lois jugées liberticides, autant de facteurs ou autant de causes qui peuvent conduire à un certain extrémisme violent ou un endoctrinement des populations jeunes de ces localités. Nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Ibrahima Amadounia, docteur en sciences politiques. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. C'était un plaisir de retrouver mon grand frère, le Dr Samb. Merci également à Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Vous travaillez beaucoup également sur ces questions d'extrémisme violent et du terrorisme sur le continent africain et surtout dans la zone Sahel. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir invités pour encore insister sur la nécessité de valorisation des solutions endogènes. Et c'est le lieu de féliciter encore Dr Niang pour le travail qu'il fait dans la sous-région
réflexion et qui contribuent à cette construction d'expertise au service de l'Afrique, de la paix et de la stabilité. À côté des propositions faites par les partenaires étrangers et l'intervention des forces étrangères, développer également des solutions endogènes face à l'extrémisme violent et face à la menace terroriste. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.